Ferme les yeux. Imagine-toi en URSS dans les années 80. Tu es un ouvrier, un ingénieur, une institutrice ou un simple habitant. Tu vis à Pripyat, une ville neuve, moderne, l'une des plus prometteuses du pays. Tu te lèves chaque matin dans un appartement confortable, avec l'eau chaude, la télévision, des commerces, des cinémas, un parc d'attractions en construction. Tu es fier de vivre ici, fier d'être à 2 pas de la centrale nucléaire de Tchernobyl, un symbole de la puissance soviétique. Tu penses à l'avenir, mais l'avenir, lui, s'apprête à disparaître. Bonjour, moi c'est Chimère et aujourd'hui je vais t'en apprendre plus sur l'histoire de Pripyat et de sa centrale Tchernobyl. Pripyat, fondée en 1970, est une ville assez jeune. Pour le coup, elle n'a que 16 ans au moment de la catastrophe. De base construite pour loger les travailleurs de la centrale et leurs familles, elle est ce que l'Union soviétique fait de plus moderne. Les immeubles sont spacieux, les rues larges, bien tracées. La ville compte plus de 47 000 habitants, des techniciens, des chercheurs, des infirmières, des enfants. La moyenne d'âge est d'à peine plus de 26 ans. On y retrouve des écoles, des hôpitaux, un centre culturel, un stade, une piscine et surtout une grande roue jaune installée pour le 1er mai 1986. Elle ne tournera malheureusement jamais. À Pripyat, on y vit bien. Pas de pauvreté visible, peu de criminalité. Les gens croient en la science, en la technologie, en l'avenir du nucléaire. On parle peu des risques engendrés par le nucléaire. On parle de l'énergie et de l'efficacité de celui-ci. Et puis, la centrale est là, à seulement 3 km, visible depuis les balcons imposants, calme. Mais sous cette apparence tranquille, quelque chose couve. 26 avril 1986, 1h23 du matin. Une heure banale. Les gens dorment, les rues sont calmes. Mais dans la salle de commande du réacteur numéro 4 de Tchernobyl, une série d'erreurs techniques, de choix hasardeux et de défauts de conception provoque l'impensable. Une expérience de sécurité mal conduite dégénère. La puissance du réacteur s'emballe, devient incontrôlable. En moins de 10 secondes, une explosion secoue tout le bâtiment. Le toit s'arrache, de la fumée noire radioactive s'élève dans le ciel nocturne. Le lendemain matin, nous sommes le 26 avril. Les habitants se lèvent comme d'habitude. Les enfants vont à l'école, les gens font la queue au supermarché. Il fait beau, le ciel est assez clair, mais une poussière étrange flotte dans l'air. Certains noient un goût bizarre métallique dans leur bouche. Des maux de tête ainsi que des nausées commencent à apparaître. Les pompiers sont envoyés pour éteindre l'incendie de la centrale, mais malheureusement, ils ne sont pas informés de la radioactivité qui s'y trouve. Ils y vont les mains nues, sans protection, sans équipement adapté. Certains mourront en quelques jours. Et pourtant, aucune alerte n'est donnée à la population. 27 avril, l'évacuation de Pripyat. Il faudra attendre près de 36 heures après l'explosion pour que les autorités ordonnent l'évacuation de Pripyat. Les habitants reçoivent l'ordre de partir en urgence. Ils ont moins d'1 heure pour faire leur stack. On leur dit que c'est temporaire, qu'ils reviendront dans quelques jours. Mais bien évidemment, personne ne reviendra. Des centaines de bus accourent dans la ville. Les familles montent en silence, laissant derrière elles leurs vêtements, leurs meubles, leurs photos, leurs animaux domestiques, des générations d'enfants, de souvenirs figés à jamais. Dans les jours suivants, une zone d'exclusion de 30 km est mise en place. Tous les villages environnants sont évacués. Au total, plus de 350 000 personnes quitteront leur foyer. Certains ne recevront jamais d'explication.
D'autres apprendront des mois plus tard ce qu'ils ont réellement respiré et ce qui s'est produit. L'Union soviétique tente de minimiser l'impact, mais la radioactivité, elle, ne connaît pas les frontières. Un nuage radioactif se propage vers l'Europe. C'est la Suède qui donne l'alerte en détectant un niveau anormal de radioactivité. Le plus grave accident nucléaire civil de l'histoire vient de se produire. Ce que les caméras ne montrent pas, ce sont les conséquences immenses, humaines et invisibles. Des villages entiers sont rayés de la carte, des familles sont dispersées. Les anciens n'ont jamais voulu quitter leur terre, certains reviendront en cachette malgré les interdictions. Des dizaines de milliers de personnes sont mobilisées pour contenir la catastrophe. Les liquidateurs, envoyés pour éteindre les feux, construire un sarcophage, décontaminer les zones. Beaucoup ne survivront pas à cette mission. Ce sont les héros silencieux de Tchernobyl. Aujourd'hui, Pripyat est une ville fantôme. Les écoles sont encore remplies de cahiers, les hôpitaux de lits vides, les appartements de meubles abandonnés, de jouets d'enfants traînant sur le sol. Le parc d'attractions n'a jamais pu ouvrir ses portes. La grande roue est rouillée, immobile, symbole figé d'un avenir qui n'a jamais existé. Les arbres ont envahi les avenues, les animaux sauvages y ont repris leur place. Mais l'humain, lui, n'est plus là. À Fukushima, on tente de reconstruire. À Tchernobyl, on n'a rien reconstruit. On a quitté, abandonné, tourné la page. La catastrophe de Tchernobyl n'est pas seulement un événement technique. C'est un traumatisme collectif, une blessure dans l'histoire. Une alerte sur ce que l'humain est capable de construire et surtout de détruire. Elle a changé le regard du monde sur le nucléaire. Elle a brisé la confiance envers les autorités et elle a laissé, dans cette région d'Ukraine, une zone de silence que l'on appelle la zone d'exclusion, où la nature reprend lentement mais sûrement ses droits, mais où les murs, les objets et l'air lui-même se souviennent. De par cette vidéo, je tiens à rendre hommage à tous les gens qui se sont sacrifiés pour notre survie à nous, qui ont construit ce sarcophage, qui sont allés éteindre l'incendie. Toutes ces personnes-là sont vraiment des héros. Et je tiens à leur rendre hommage. Ce sont les héros de Tchernobyl, ce sont les gens qui ont fait en sorte que la radioactivité ne se propage pas plus qu'elle s'est déjà propagée. De par cette vidéo, je tiens vraiment à leur rendre hommage. Et ce qu'ils ont fait, c'est vraiment un acte de bravoure. Ils se sont sacrifiés pour contenir cette radioactivité sans équipement vraiment adapté. Donc vraiment, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. Et je crois que cette histoire nous donne vraiment une morale sur ce que l'humain peut faire et sur les dangers que l'humain peut mettre en place de par lui-même. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui t'explique un peu mieux l'histoire de Pripyat et surtout de Tchernobyl, la centrale nucléaire et le réacteur 4 spécifiquement, t'a plu. Si tu veux que je traite d'autres sujets, tu peux me les mettre dans les commentaires, je serai ravie de les traiter. Et moi je te souhaite une bonne journée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!